Suite à la dernière vidéo de Wing qui a fait pas mal de vues, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous dire quel matos conviendrait pour débuter. Comme vous pouvez le voir, j'ai du matériel du sol au plafond dans mon van, mais rien qui concerne la Wing. Du coup, je vous emmène au temple du matériel de glisse. On part à la clinique de la planche à Caen. Donc là, on vient d'arriver à la clinique de la planche et je suis avec Louis, c'est le CEO de la clinique de la planche, on peut dire ça comme ça? Ouais, on dit gérant pour une SARL. Et aujourd'hui, on va vous expliquer quel est le matériel adéquat pour débuter en Wing. Amis Wingfoilers, bienvenue sur la chaîne Projet Foil Leader. Projet Foil Leader, c'est une levée de fonds pour les enfants qui ont le cancer. Alors abonnez-vous parce que c'est gratuit et ça m'aide à trouver plus de sponsors. En plus, la prochaine vidéo, c'est un tuto pour tirer ses premiers bords. Le minimum, c'est donc une Wing, une planche, un foil. C'est ça. Plus la combinaison, le casque et plus des liches. J'ai une relation avec Duotone et Fanatic, donc on va vous illustrer ça avec du matériel Duotone et Fanatic, mais tout ce que va vous raconter Louis s'applique évidemment aux autres marques. Et d'ailleurs, c'est une bonne question ça, du coup, est-ce qu'il va y avoir des différences de marque en marque ou grosso modo, les produits sont assez similaires et ensuite ça dépend des appétences de chacun? Alors ouais, il y a des différences de marque en marque parce qu'on est quand même au début du sport, même si les premières Wing datent d'il y a 20 ans, là c'est le renouveau, le développement fait que le sport est vraiment sympa. Les développements de chaque marque partent un petit peu dans tous les sens, il y a des secrets, il y a des brevets, il y a beaucoup d'émulation et du coup chaque marque développe plus pour aller vers telle ou telle pratique et du coup il y a quand même des différences. On commence par quoi? Moi j'ai envie de commencer par la Wing parce que c'est la base, le moteur. Voilà, c'est le moteur, c'est ce qui fait qu'on appelle ça du Wing. Ok. Et en plus, on n'est pas obligé de l'utiliser avec une planche sur l'eau pour commencer. On peut tout à fait commencer sur un skateboard, sur un parking de supermarché le dimanche. Ok, pour se familiariser avec les sensations. Pour commencer à manipuler et à s'amuser. D'ailleurs, je pense que c'est la base, hein, même sans engin, de commencer à prendre la voile dans les mains avec un peu de vent, ressentir la puissance, l'énergie du vent, quoi. On l'a vraiment dans les mains directement. Et contrairement au kite, a priori, sauf à sortir dans des vents super forts avec une voile trop grande, on peut commencer... Oui, en fait, le leash en Wing, c'est vraiment juste la sécurité pour pas que l'aile se perde, mais vraiment, il n'y a aucune traction une fois qu'on a lâché la Wing. Et puis de toute façon, si la Wing, on peut pas se faire projeter en fait. On lâchera avant quoi. Et en plus, il n'y a pas le risque de la perdre parce que du coup, il y a le leash qui retient l'aile. Pour bien choisir le matériel, si vous voulez pratiquer avant à terre, c'est important de ne pas prendre trop grand. Mais après, il faut savoir qu'il faudra plus de vent pour voler en foil. Le choix de la surface est assez important. Ok. Au début du sport, on conseillait beaucoup de 4 mètres. Il y avait des marques qui faisaient que des 4 mètres même, qui ne faisaient pas le choix des tailles. Là ça s'élargit énormément, hein. Il y a des voiles de 2 à 8 mètres en fait qui se développent dans toutes les marques. Le but des grandes surfaces, ça va vraiment être de pratiquer avec des vents faibles. Donc ce qu'on appelle vent faible, c'est moins de 10 nœuds autour des 15 km/h à peu près. Bien choisir sa voile, si vous êtes trop gourmand, que vous prenez trop grand, c'est quand même pas facile à manipuler. C'est un petit peu plus encombrant. L'envergure de la voile est un peu plus grande, donc à la moindre erreur, elle touche par terre et ça nous déséquilibre. On dirait pour un adulte de choisir en moyenne autour des 5 mètres. Donc ça c'est pourquoi un adulte de 80 kg? Il n'y a pas de différence énorme, si c'est 90 kg ou 75, ça ne va pas changer beaucoup non plus. Et si on est une femme de 50? Plutôt 4. Plutôt 4. Okay. Après si l'objectif est de partir dans du vent très faible, 5 ça passera aussi. Et la taille du pratiquant a aussi une importance parce que forcément plus la voile est grande, plus l'envergure est élevée, donc plus elle touche l'eau. Elle va toucher l'eau au début. Ouais. On met plus facilement une grande voile à quelqu'un qui est grand, même s'il n'est pas forcément lourd, que quelqu'un qui est petit, ça va peut-être le gêner un petit peu. Donc en résumé, pour la Wing, si on est à un gabarit de 80 kg homme, 5 mètres carrés, et plutôt dans les gabarits légers, femmes de 50 kg, 4 mètres carrés. Oui, exactement. Ok, et donc ensuite, il va falloir se mettre sur une planche.
Exactement. Alors pour le choix de la planche, c'est comme en surf ou en planche à voile, le volume est très important parce qu'on a forcément une phase où on est en équilibre presque statique. Donc il faut pouvoir tenir dessus avant de pouvoir commencer à glisser et voler avec le foil. Sur les planches spécifiques wing, on a des planches assez compactes avec beaucoup d'épaisseur sur les rails pour qu'après en vol on n'ait pas une planche trop encombrante en largeur ou en longueur. On le voit rien qu'à porter la planche, elle sera beaucoup plus maniable si elle est compacte, pas trop large. C'est juste pour la mettre dans la voiture, c'est plus pratique qu'une planche qui a le même volume de planche à voile qui va faire 1 mètre ou 2 de plus en longueur. Okay. Après sur l'eau en vol, les règles sont les mêmes, plus c'est compact, plus c'est maniable. Le volume du coup c'est lui qui va vous porter, donc c'est important que la planche soit assez épaisse et c'est important aussi qu'il y ait suffisamment de largeur pour vous tenir en équilibre stable quand même. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une règle sur le volume par rapport à son poids quand on débute? Oui, alors c'est pas d'une précision extrême parce que forcément ça dépend de chaque individu, de l'équilibre et puis du passé sportif de chacun. En général, on conseille entre 30 et 70 litres au-dessus de son poids. Ok, ouais, donc c'est quand même une grosse fourchette. C'est une grosse fourchette, ça dépend des planches aussi. Alors attends, du coup peut-être une précision pour ceux qui n'auraient pas compris. Si vous pesez 70 kg, bah vous faites plus 30 et donc il vous faudrait 100 litres. Pour la planche, il y a un point important sur les volumes à conseiller. Ouais. Il faut prendre beaucoup plus quand vous prenez une planche gonflable. Okay. La logique vient du fait que vous êtes sur un support un peu moins rigide. Okay. Donc si vous êtes par exemple sur un tapis de gym à essayer de tenir en équilibre sur un pied, vous risquez de tomber. Ouais. Vous imaginez que sur une planche gonflable, c'est quand même plus rigide qu'un tapis de gym, mais vous serez en déséquilibre par rapport à une planche rigide. Okay. Donc il faut prévoir encore plus. Quelques litres de plus. Il faut plutôt prévoir plus que la fourchette basse. Surtout au début. Au moins on est stable, on s'amuse. Okay. Il y a peut-être un petit peu moins de maniabilité après, de performance, mais au moins on est sûr d'assurer sa progression rapide au début. D'accord. Moi c'est ce que je conseillerais. Ok. Et maintenant le foil, est-ce que sur le foil, tu me diras c'est sans doute le cas sur la planche aussi, on a plusieurs types de construction qui nous donnent des fourchettes de prix qui vont de combien à combien environ, les ordres de grandeur encore une fois. Ouais, les foils ça commence à un peu moins de 1000 € et ça peut aller jusqu'à 3000 € sur des foils très performants. Et les types de construction qu'on a, est-ce que c'est comme en kite, on a d'un côté l'alu, de l'autre côté le carbone? Exactement. Il y a des ailes déjà qui peuvent être même en composite, en fibre de verre. Hein. Il y a des ailes qui ne sont pas forcément en carbone, c'est pas nécessaire. Ça apporte un peu plus de rigidité et aussi une légèreté un peu plus importante. Ouais. Souvent, il y a au moins le fuselage qui reste en aluminium. Parce que l'intérêt d'avoir un fuselage en aluminium, ça permet d'avoir un fuselage assez fin et qui reste rigide. D'accord. Donc même des fois sur des foils très haut de gamme, le fuselage reste en aluminium. Ok. Vu l'envergure des ailes, il y a quand même beaucoup de levier au niveau du fuselage. Donc ouais. Ça force pas mal. Et pour avoir un fuselage en carbone, souvent les fuselages sont quand même un peu plus grossiers du coup pour arriver à être aussi rigide. Ça va être quoi les caractéristiques d'un foil pour débuter? Les caractéristiques d'un foil pour débuter, ça va être la surface déjà, parce que c'est la surface au global qui va vous aider à vous porter. Surtout si vous voulez commencer à pratiquer dans du vent un peu faible, il ne faut pas hésiter à prendre grand. Et donc c'est combien grand? Grand c'est au moins 2000 quoi, c'est 1800, 2000 voire 2005. Ok, ça c'est la surface des ailes? Voilà, c'est la surface. Alors la surface après, elle peut être répartie sur des envergures très larges, la même surface, ou sur une envergure plus réduite. Sur des envergures larges, c'est ce que les gens appellent high aspect. C'est le rapport longueur-largeur tout simplement. C'est de l'anglais mais c'est très simple. Et du coup, en général, une aile qui a plus d'envergure et moins de cordes, elle va aller plus vite, à surface égale.
Et d'autant plus que c'est accru par l'épaisseur qui est plus réduite en général pour aller de pair et augmenter encore un peu la vitesse. Et donc pas idéal pour débuter? Un peu moins facile pour débuter, mais encore une fois, le paramètre le plus important, c'est la surface. Donc ça peut être une bonne option par exemple de choisir une aile avec un aspect ratio élevé, mais en 2000, pour avoir quelque chose d'évolutif, mais quand même accessible pour débuter. Alors, longueur de mât, par rapport au kite, vu qu'on n'est pas en surpuissance à chercher le contrôle absolu, et on risque moins les grosses gamelles, on peut prendre une profondeur un petit peu plus importante. Ah, j'aurais pas dit ça, parce que j'ai un mât de 110 moi sur mon foil. Ouais, mais pour débuter en kite en général, les gens en école, on les fait passer par un mât de 40 pour qu'ils puissent avoir les premières sensations. Ils sont en surpuissance, mais s'ils partent, qu'ils s'explosent, ils seront montés à 40 cm avant de tomber, donc ils seront pas très mal. En wing, on va pas le faire spécialement parce qu'il n'y a pas besoin de passer par l'étape tout petit mât. Ça peut être un moyen de se faciliter la vie quand même. C'est-à-dire qu'on passe de la navigation à plat, la planche part au planning, après elle se met à voler. Donc ça peut être une étape de la progression, de réduire le mât si on voit qu'on a des difficultés, mais je ne conseillerais pas forcément de commencer directement avec un petit mât. Normalement on peut essayer avec un mât, je dirais standard, c'est autour des 70-80 cm. Le choix du mât peut dépendre aussi du choix de l'aile, c'est assez lié. Si vous choisissez d'y aller un peu à la dure, de commencer avec une aile 2005 high aspect pour avoir quelque chose de très performant, vous pouvez choisir un mât plus profond, ça ira de pair. Parce que aller vite et être obligé d'être tout le temps en rase-motte au ras du sol, c'est incohérent, ça va pas ensemble. Donc ça peut aller aussi avec le choix de l'aile. A l'inverse, si vous prenez vraiment un tout petit mât de 60, il est impératif d'avoir une aile assez lente aussi pour contrôler le vol et avoir le temps de gérer l'altitude.